Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon quand Hélène fut tirée du sommeil par une brutale secousse. Les mains rudes de son beau-père, Auguste Ménard, agrippèrent ses bras minces avec une force superflue, laissant des marques rouges sur sa peau claire. « Debout, gamine, c'est aujourd'hui, » dit-il, avec cette haleine chargée de gnôle qu'Hélène ne connaissait que trop bien. Elle ne demanda pas quel jour c'était. Elle le savait depuis qu'elle avait surpris la conversation entre Auguste et le colonel Dubois, 2 semaines plus tôt, alors qu'il la croyait endormie. Une jolie fille comme elle vaudra un bon prix à la foire de Saint-Michel, avait dit le colonel, entre 2 rasades de gnôle. Ça réglera tes dettes envers moi une bonne fois pour toutes. Hélène enfila la seule robe qui n'était pas rapiécée, une simple pièce de coton que sa mère avait cousue avant de mourir l'hiver précédent. Le souvenir de Thérèse était encore une blessure à vif. Si elle avait été en vie, jamais elle n'aurait permis ce qui était sur le point d'arriver. Le trajet jusqu'à Saint-Michel se fit dans la vieille charrette. Hélène était assise à l'arrière, les mains liées par une corde rêche qui lui meurtrissait les poignets à chaque cahot du chemin de terre. Auguste ne jetait pas un regard en arrière. Pour lui, sa belle-fille n'était déjà plus qu'une marchandise, un moyen de payer les dettes de jeu qui s'accumulaient depuis des mois. Le village de Saint-Michel bourdonnait en cette matinée de foire. Chevaux, bœufs, outils agricoles et même des êtres humains. Travailleurs endettés, orphelins sans avenir, et des jeunes filles comme Hélène. Tout avait un prix dans ce coin oublié du pays, où la loi était dictée par les nantis et où la justice n'arrivait que rarement. La vente se tenait dans un enclos improvisé près du marché où la foule se pressait déjà. Des hommes aux chapeaux de cuir et aux vêtements poussiéreux, des fermiers venus de loin, des marchands de la région, tous circulaient, évaluant les marchandises disponibles ce jour-là. Hélène fut placée sur une petite estrade en bois, aux côtés de 2 autres jeunes filles qui semblaient aussi terrifiées qu'elle. L'une pleurait doucement, tandis que l'autre gardait un regard vide comme si son âme avait déjà quitté son corps. « Arrêtez de pleurnicher », ordonna Tobias, le crieur public, un homme gras à la voix éraillée. Personne ne veut acheter une femme qui ne sait que pleurer. Le beau-père d'Hélène s'éloigna, se fondant dans la foule, non sans lui avoir murmuré une menace. « Tiens-toi tranquille, ou ça ira mal pour toi après. » La vente commença par quelques animaux et outils. Hélène sentait son estomac se nouer à chaque coup de marteau de Tobias, annonçant une nouvelle transaction. Chaque coup la rapprochait du moment où ce serait son tour. C'est alors qu'elle remarqua l'homme adossé à la clôture en bois. Contrairement aux autres, il ne riait pas, ne crachait pas par terre, ne faisait pas de commentaires obscènes. Il se contentait d'observer, avec un regard grave et lointain. Il portait les vêtements simples d'un vacher, un pantalon de toile délavé, une chemise de coton usée au coude, un chapeau de cuir qui ombrait en partie son visage hâlé. Un visage qui semblait porter trop d'histoire pour son âge, qu'Hélène estima à environ 35 ans. « Et maintenant, messieurs, nous avons ici une pièce de choix », annonça Tobias en désignant Hélène. Jeune fille pure, forte, un cadeau rare. 18 ans, c'est cuisiner, coudre et elle est saine comme un poulain. On commence à 50 francs. La foule murmura, certains rirent, d'autres commencèrent à enchérir. Hélène gardait les yeux fixés sur le sol en terre battue, essayant d'ignorer les commentaires qui déchirèrent sa dignité comme des couteaux. 70 francs, 80, 100 francs et une bouteille de magnolia. Les enchères montaient et Hélène sentait le sang se glacer dans ses veines. Peu importait qui l'emporterait, son destin serait le même. Devenir la propriété de quelqu'un, sans droit à la parole ou au choix. C'est alors qu'une voix grave et calme fendit l'air, réduisant les autres au silence. Je donne ma selle, mon cheval et ma maison de bois pour elle. Un silence étrange s'abattit sur l'enclos. Hélène leva les yeux pour la première fois, rencontrant le regard ferme du vachère adossé à la clôture. Élie Lambert était connu dans la région comme un homme de peu de mots, mais dont la parole était d'or. Veuf depuis 3 ans, depuis que sa femme Clara était morte de la fièvre, il vivait seul dans sa petite ferme aux abords de Saint-Michel. Tobias s'étouffa avec sa propre salive, surpris par cette offre inhabituelle. « Mais ça vaut bien plus que de l'argent, Élie, » balbutia le crieur. « Exactement, » répondit Élie, sans détourner le regard. Le beau-père d'Hélène émergea de la foule, les yeux brillants de cupidité. La propriété d'Élie, même modeste,
valait bien plus que n'importe quelle somme qu'il aurait pu recevoir ici. « Accepter !» s'exclama Auguste, avant que Tobias ne puisse reprendre les enchères. Quelques personnes protestèrent, voulant continuer à enchérir, mais l'affaire était conclue. Auguste et Élie s'écartèrent pour signer les papiers de transfert, aussi bien ceux de la propriété d'Élie que ceux de la tutelle d'Hélène. Les cordes furent enfin retirées des poignets de la jeune fille, laissant des marques rouges qui la brûleraient pendant des jours. Elle resta immobile, ne sachant que faire ni où aller. « Viens », dit Élie en s'approchant une fois les formalités terminées. Ce n'était pas un ordre, mais une invitation. Sa voix, bien que ferme, n'avait pas la dureté à laquelle Hélène était habituée. La foule observait, curieuse et confuse. Certains se moquaient, d'autres chuchotèrent des théories sur les intentions du Vacher. Hélène marcha lentement derrière Élie, laissant derrière elle l'estrade de son humiliation. « Tu regretteras cette affaire, Lambert », cria quelqu'un dans la foule. « Une femme ne vaut ni une terre ni un cheval. » Élie ne répondit pas, ne regarda même pas en arrière. Hélène le suivit jusqu'à une charrette simple tirée par un vieux bœuf. Son cheval, désormais propriété d'Auguste Ménard, avait déjà été emmené. « Assieds-toi là », indiqua Élie en montrant l'arrière de la charrette. Hélène obéit, toujours sans un mot. Alors que la charrette commençait à s'ébranler, laissant le village de Saint-Michel derrière eux, elle jeta un dernier regard à l'endroit où elle avait grandi. Il n'y avait aucune nostalgie dans ses yeux, seulement le vide de celle qui n'avait jamais vraiment eu de foyer. Ce qui l'attendait maintenant était un mystère aussi grand que l'homme silencieux qu'il avait acheté avec tout ce qu'il possédait. Le voyage jusqu'à la ferme d'Élie sembla durer une éternité. Le soleil de midi tapait sans pitié, faisant perler la sueur sur le front d'Hélène et coller des mèches de cheveux à son visage. La charrette avançait lentement sur le chemin de terre, chaque cahot envoyant des ondes de douleur dans les muscles tendus de la jeune femme. Pas un mot ne fut échangé durant le trajet. Hélène observait le dos large d'Élie, essayant de déchiffrer cet homme qui avait donné tout ce qu'il possédait pour l'acquérir. D'après son expérience, les hommes ne faisaient pas de sacrifices sans attendre quelque chose en retour. Son esprit tournait, envisageant des possibilités toutes plus sombres les unes que les autres. Le paysage changea progressivement. Les maisons éparses du village firent place à des champs ouverts, puis à une végétation plus dense, jusqu'à ce qu'ils s'engagent enfin sur un sentier étroit, bordé d'arbres tordus typiques de cette région d'Écosse. Après un virage, ils aperçurent enfin la propriété. C'était une modeste maison de bois noirci par le temps, avec un toit à 2 versants et une étroite galerie qui l'entourait. À côté, il y avait une petite étable, et plus loin, un enclos vide. Souvenir du bétail qu'Élie avait possédé un jour. Un potager mal entretenu s'étendait à l'arrière, où quelques poules piquaient librement parmi les légumes flétris. La charrette s'arrêta devant la maison. Élie descendit et attacha le bœuf à un poteau avant de se tourner vers Hélène. « Tu peux descendre », dit-il, sans lui offrir son aide. Hélène obéit, sentant ses jambes engourdies par la longue assise sur le bois dur. Ses pieds nus touchèrent à la terre chaude, lui donnant une étrange sensation de réalité. Elle était là. C'était son destin maintenant. « Viens », indiqua Élie, en se dirigeant vers la maison. L'intérieur était simple, mais étonnamment propre pour la demeure d'un homme seul. Une petite pièce avec une table en bois robuste et 3 chaises. Une cheminée en pierre occupait l'un des murs, avec des casseroles suspendues à côté. Une armoire d'angle abritait quelques assiettes et tasses. Une lampe à pétrole reposait sur la table, à côté d'un livre usé qu'Hélène ne parvint pas à identifier. L'odeur était un mélange de café froid, de cuir tanné et de terre. Pas désagréable, juste singulière et entièrement masculine. C'était l'odeur d'une maison sans présence féminine depuis longtemps. Élie traversa la pièce et ouvrit une porte qui menait à un couloir étroit avec 3 autres portes. Il indiqua la première. « C'est pour toi. C'est propre. Personne n'y entre. » Hélène hésita avant de s'approcher de la porte. En l'ouvrant, elle découvrit une petite chambre rangée, avec un lit simple recouvert d'un couvre-lit en patchwork. Il y avait aussi une commode en bois à 3 tiroirs et un petit miroir accroché au mur. Une fenêtre étroite couverte d'un rideau en tissu clair cousu main laissait entrer une lumière diffuse. « C'était à Clara », dit Élie, mentionnant pour la première fois le nom de sa défunte femme. Son ton ne révélait aucune émotion, mais une ombre traversa son regard en prononçant ce nom.
Hélène hocha la tête, ne sachant que dire. La chambre était impeccable, comme si elle attendait une occupante qui ne viendrait jamais. Elle se demanda depuis combien de temps personne n'avait utilisé cet espace. L'eau est au puits, la nourriture dans le cellier. « Je vais travailler », dit Élie, avant de se retirer, la laissant seule avec ses pensées. Les heures suivantes furent une exploration prudente. Hélène inspecta la maison, d'abord sa chambre, puis les autres pièces, toujours attentive au moindre son qui indiquerait le retour d'Élie. La deuxième porte du couloir menait à une autre chambre, manifestement celle d'Élie, bien que le lit semblât intact. La troisième porte ouvrait sur un petit cellier, avec des sacs de farine, de haricots, de viande séchée et d'autres denrées de base. Elle trouva des vêtements de femme dans l'un des tiroirs de la commode, des robes simples, quelques sous-vêtements, tous soigneusement pliés. Ils appartenaient de toute évidence à la défunte Clara, et Hélène sentit un frisson étrange en les touchant. Elle referma vivement le tiroir, comme si elle avait profané quelque chose de sacré. Cependant, sans autre option, elle finit par choisir une robe, la plus simple qu'elle trouva, et prit un bain rapide avec l'eau du puits et une bassine qu'elle trouva dans la cuisine. La sensation de l'eau fraîche lavant la poussière de la foire lui apporta un soulagement momentané, comme si elle pouvait aussi laver l'humiliation. Quand Élie revint, il faisait presque nuit. Hélène avait allumé la cuisinière à bois et préparé un repas simple avec ce qu'elle avait trouvé dans le cellier, des haricots, de la farine et un morceau de viande séchée qu'elle avait réhydraté et cuit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce qu'elle savait faire. Élie s'arrêta sur le seuil, observant la table mise et la nourriture fumante. Un instant, une expression de surprise traversa son visage hâlé. « Il ne fallait pas, » dit-il finalement. « Je dois manger. »« Toi aussi ?» répondit Hélène, parlant pour la première fois depuis la foire. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Ils mangèrent en silence. Hélène observait discrètement Élie, essayant de comprendre cet homme. Ses mains étaient calleuses à cause du dur labeur, son visage marqué non seulement par le soleil, mais par une douleur profonde qui semblait s'être installée en permanence dans ses traits. Il n'était pas laid. Il avait des traits forts, des cheveux sombres avec quelques fils gris aux tempes, et des yeux d'un marron si profond qu'ils semblaient presque noirs. Mais c'était son silence qui l'intriguait le plus. Après le repas, Élie se leva et porta son assiette jusqu'à une bassine d'eau. « Laisse, je vais laver », proposa Hélène. Élie hocha la tête et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, cependant, il se retourna. « Je vais dormir dans l'étable. » La déclaration prit Hélène par surprise. Elle s'attendait. Eh bien, elle s'attendait à autre chose. « Dans l'étable » répéta-t-elle confuse. « Oui, c'est mieux ainsi. » Et sur ce, il sortit, la laissant seule dans la cuisine, avec plus de questions que de réponses. Les jours suivants établirent une routine. Élie se levait avant l'aube et travaillait au champ ou faisait des réparations sur la propriété. Hélène s'occupait de la maison, du potager qu'elle commençait à revitaliser, et préparait les repas. Ils ne se parlaient presque pas, n'échangeant que des mots essentiels. Chaque nuit, Élie dormait dans l'étable, laissant toute la maison à Hélène. Elle commença à remarquer qu'il évitait même d'entrer dans le couloir menant aux chambres, comme si cette partie de la maison gardait des souvenirs trop douloureux à affronter. Ce fut en nettoyant la pièce principale, près d'une semaine après son arrivée, qu'Hélène trouva la broche. Elle était au fond d'un tiroir de la table enveloppée dans un morceau de tissu délicat, une fleur dorée, un fin travail d'orfèvrerie, bien que déjà un peu terni par le temps. En la retournant, elle trouva le nom gravé au dos. Clara. Hélène s'assit sur la chaise, tenant la broche avec précaution. Ce petit objet semblait contenir plus d'informations sur Élie que tout ce qu'elle avait observé jusqu'alors. Un cadeau pour sa femme, gardé comme une relique. Le soin avec lequel il était emballé, caché mais non jeté, parlait d'un deuil qui n'était pas encore terminé. Elle fut interrompue par le bruit de pas sur la galerie. Rapidement, elle rangea la broche là où elle l'avait trouvée, quelques secondes avant qu'Élie n'entre. Ce soir-là, Hélène observa Élie avec un regard nouveau. Il n'était pas son propriétaire, réalisa-t-elle. Il n'était qu'un homme essayant de combler un vide immense de la seule manière qu'il connaissait, en offrant un abri à quelqu'un qui n'avait nulle part où aller. « Pourquoi m'as-tu acheté ?» demanda-t-elle finalement, alors qu'il se levait de table. Élie s'arrêta, la regardant directement pour la première fois depuis des jours. « Parce que personne ne devrait être vendu. »
répondit-il simplement, avant de sortir vers l'étable comme tous les soirs. Hélène resta éveillée pendant des heures, pensant à cette réponse. Dans l'obscurité de la chambre qui avait appartenu à Clara, elle commença à comprendre. Cet homme n'était pas dangereux. Il n'était pas menaçant. Il était blessé, brisé à l'intérieur, comme un arbre qui reste debout même après avoir été frappé par la foudre. Et peut-être, juste peut-être, il ne l'avait pas acheté pour la posséder. Il l'avait acheté pour la libérer. Les premières semaines de septembre apportèrent les vents qui annonçaient à l'automne. Les matins étaient plus frais, avec une fine brume qui flottait sur les champs et se dissipait lentement avec les premiers rayons du soleil. Hélène avait établi une routine sur la propriété d'Élie, se réveillant au premier chant des coqs pour allumer la cuisinière à bois et préparer du café frais. Ce matin-là, en balayant la galerie de la maison, Hélène se mit à fredonner doucement une comptine que sa mère chantait en travaillant. La mélodie s'échappa de ses lèvres presque sans qu'elle s'en aperçoive, comme de l'eau qui trouve enfin une fissure dans un barrage. C'était la première fois qu'elle chantait depuis son arrivée en ce lieu. Son chant doux flotta dans l'air matinal, se mêlant au bruit des oiseaux et au bruissement des feuilles. Hélène ne remarqua pas quand Élie arrêta son travail de réparation d'une clôture près de la maison. Le vacher resta immobile, l'outil suspendu en l'air, écoutant cette voix qui ramenait la vie dans sa ferme silencieuse depuis si longtemps. Hélène ne perçut sa présence que lorsqu'elle se tourna pour aller chercher de l'eau. Leurs regards se croisèrent un instant, et elle cessa immédiatement de chanter, sentant son visage s'empourprer de honte. « Ne t'arrête pas », dit Élie d'une voix rauque. « C'est joli. » Ce fut tout, avant qu'il ne retourne à son travail. Mais ces quelques mots avaient ouvert une petite brèche dans le mur de silence qui existait entre eux. Les jours suivants, Hélène se remit à fredonner en accomplissant ses tâches, d'abord timidement, puis avec plus de confiance. Et Élie, bien que toujours occupé par son travail, s'arrêtait parfois quelques instants pour écouter. La propriété commençait aussi à montrer des signes de changement. Le potager, autrefois négligé, affichait maintenant des rangées organisées de légumes. Hélène avait planté des graines de choux, de carottes et de courges qu'elle avait trouvées dans le cellier. Les poules, désormais nourries régulièrement, pondaient en plus d'eux. Même les rideaux des fenêtres, lavés et raccommodés par Hélène, semblaient plus vifs. Un matin, alors qu'elle tentait de porter un seau trop lourd du puits à la maison, Hélène trébucha sur une pierre. Elle tomba maladroitement, renversant l'eau et heurtant violemment son genou contre le sol dur. La douleur aiguë lui arracha un gémissement étouffé. Avant qu'elle ne puisse se relever, Élie surgit à ses côtés, se déplaçant avec une rapidité surprenante pour un homme de sa stature. Ses mains fortes la prirent par les bras, l'aidant à se remettre debout. « Tu t'es fait mal ?» demanda-t-il, le front plissé d'inquiétude. « Seulement le genou » répondit Hélène, se sentant étrangement vulnérable sous son regard attentif. Et l'orgueil. Un fantôme de sourire passa sur les lèvres d'Élie, si vite qu'Hélène crut presque l'avoir imaginé. « Le seau est trop lourd », dit-il en observant l'objet renversé sur le sol. « Tu aurais dû m'appeler. »« Je pensais y arriver », répondit Hélène, essayant de garder une voix ferme, malgré la douleur lancinante à son genou. Élie l'observa un moment, comme s'il évaluait quelque chose au-delà de ses paroles. Puis, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendu utiliser, il dit « Tu n'as rien à prouver. Ici, personne ne mesure ta valeur. » La simplicité de cette déclaration frappa Hélène avec la force d'une révélation. Durant toute sa vie avec son beau-père, sa valeur avait été mesurée par son utilité, par sa capacité à travailler, à obéir, à servir. Pour la première fois, quelqu'un lui disait qu'elle valait quelque chose au-delà de ça. Élie prit le seau, ne le remplit qu'à moitié au puits, et le porta à la maison. Hélène le suivit en boitillant légèrement, perdue dans ses pensées. Ce soir-là, après qu'Élie fut partie pour l'étable comme d'habitude, Hélène fit cuire un pain avec les dernières réserves de farine. Quand il fut prêt, encore chaud, et parfumant toute la maison, elle en coupa un morceau généreux, l'enveloppa dans un linge propre et se dirigea vers l'étable. Elle hésita un instant avant de frapper à la porte en bois. Il n'y eut pas de réponse, mais elle pouvait voir la faible lueur d'une lanterne à travers les fentes. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. Élie était assise sur une botte de foin, lisant un livre usé à la lumière vacillante. Il leva les yeux, surpris par l'intrusion. « J'ai apporté ça », dit Hélène en tendant le paquet. « Du pain frais. »
Un instant, Élie sembla ne pas savoir comment réagir. Puis il ferma le livre et prit le paquet, ses doigts effleurant brièvement les siens. « Merci », dit-il, avec une formalité qui ne correspondait pas à la situation. Hélène hocha la tête et se tourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Bonne nuit, Élie », dit-elle, testant son nom dans sa voix pour la première fois. « Bonne nuit, Hélène », répondit-il, et il y avait quelque chose de différent dans son ton, comme si c'était aussi la première fois qu'il la voyait vraiment comme une personne, et non plus seulement comme une présence dans sa maison. Les jours qui suivirent, quelque chose de subtil commença à changer entre eux. Les mots, autrefois rares et purement fonctionnels, devinrent un peu plus fréquents, un peu moins tendus. Hélène commença à laisser de petits gestes sur son chemin. Un café chaud le matin avant qu'il ne parte travailler, une chemise soigneusement raccommodée, des fleurs sauvages dans un verre d'eau sur la table. Et Élie, à son tour, commença à répondre par ses propres gestes. Un matin, Hélène trouva des outils plus petits et plus légers, mis de côté pour elle, dans le potager. Une autre fois, il rapporta de nouvelles graines d'une ferme voisine où il avait travaillé. Ce fut Élie qui suggéra de planter des pommes de terre ensemble, dans une parcelle à côté du potager. Le sol devait être préparé, expliqua-t-il, montrant à Hélène comment vérifier la terre, comment déterminer la bonne profondeur pour la plantation. Ils travaillèrent côte à côte tout un après-midi, bêchant, amendant, préparant la terre. Le soleil chaud faisait perler la sueur sur leur front, mais il y avait quelque chose d'inexplicablement satisfaisant à voir ce lopin de terre transformé par leurs efforts conjoints. Ma mère disait que planter est un acte de foi, commenta Hélène, alors qu'ils mettèrent les tubercules en terre. On enterre quelque chose qui semble mort, on a confiance qu'il va pousser et on attend. Élie, qui engageait rarement la conversation, la surprit par une question. « Elle est morte il y a longtemps ? Ta mère ? L'hiver dernier ?» répondit Hélène, sentant la pointe de douleur familière. « C'est là que tout a empiré avec mon beau-père. Elle était la seule à me protéger de lui. » Élie hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Clara était morte il y a 3 ans, dit-il après un long silence. De la fièvre. Ça a été rapide. Un jour elle allait bien, le lendemain. Sa voix se brisa, et il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Hélène pouvait voir la douleur encore vive dans ses yeux, comme une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. « Je suis désolée, dit-elle sincèrement. Élie haussa les épaules, dans un geste qui tentait de minimiser l'importance de la chose. Mais son regard disait autre chose. « La vie continue, murmura-t-il en retournant au travail. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux après cet échange, comme si un petit mur avait été abattu, leur permettant de se voir un peu mieux. La semaine suivante, Élie apprit à Hélène à s'occuper des chevaux. Il en avait acheté un nouveau, un jeune alezan avec l'argent gagné lors de travaux temporaires dans les fermes voisines. Voir l'animal dans l'étable apporta une sensation de renouveau à la propriété, comme un symbole que la vie continuait vraiment. « Il lui faut un nom », dit Élie, en montrant à Hélène comment brosser correctement le poil de l'animal. « Pourquoi pas Mistral ?» suggéra-t-elle, sentant la force du cheval sous ses mains. Il a l'air rapide comme le vent. Élie réfléchit un moment, puis hocha la tête en signe d'approbation. « Mistral », répéta-t-il, et le nom sonna juste. Ce fut cet après-midi-là qu'un marchand ambulant passa par la ferme, poussant une charrette pleine de marchandises diverses, tissus, épices, petits outils et bibelots variés. Hélène était dans la cour, étendant du linge lavé, quand l'homme arrêta sa charrette. « Bonjour, jolie demoiselle », salua-t-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre mari est là ? J'ai de bons produits à vendre. »« Ce n'est pas mon mari », corrigea Hélène automatiquement. « Et il est au fond de la propriété. » Le vendeur l'observa avec un intérêt qui la mit mal à l'aise. C'était le même genre de regard qu'elle avait affronté à la foire. « Ah, je vois », dit l'homme d'un ton insinuant. « Vous êtes la fille que le veuf Lambert a achetée à la foire de Saint-Michel, n'est-ce pas ? On en parle jusqu'au village de Sainte-Rose. Dites-moi, la fille est toujours à prendre ? J'ai un neveu qui cherche une compagne. Et si le vieux Lambert se lasse ?» Ces paroles furent interrompues par l'arrivée silencieuse d'Élie, qui surgit comme une ombre derrière le vendeur. « Ma propriété est privée, » dit Élie, d'une voix basse mais chargée de menaces. « Et je n'accueille pas volontiers ceux qui manquent de respect aux gens qui vivent ici. »
Le vendeur se retourna, surpris, et son faux sourire vacilla devant le regard dur d'Élie. « Je ne voulais pas offenser Lambert, » tenta-t-il de s'excuser. « J'essayais juste de faire affaire. »« Il n'y a pas d'affaire pour vous ici, » répondit Élie, en se dirigeant vers le portail de la propriété et en l'ouvrant dans une invitation silencieuse à ce que l'homme s'en aille. Le vendeur hésita, regardant d'Élie à Hélène, puis les produits sur sa charrette. « Même pas un nouveau tissu pour la demoiselle ? J'ai de bons prix. » Élie se contenta de froncer les sourcils, maintenant le portail ouvert. Le vendeur comprit enfin le message, remonta sur sa charrette et partit non sans lancer un dernier regard spéculatif à Hélène. Quand le vendeur eut finalement disparu au détour du chemin, Hélène réalisa qu'elle avait retenu son souffle. La façon dont Élie l'avait défendu, sans hésitation, sans même y penser à deux fois, éveilla en elle une sensation étrange, quelque chose de proche de la gratitude, mais différent, plus complexe. « Merci, » dit-elle, quand il se rapprocha. Élie haussa les épaules, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Les gens parlent trop, et comprennent trop peu. À cet instant, Hélène comprit qu'elle n'était plus vue comme une acquisition, une servante ou une possession sur la propriété d'Élie. Pour lui, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, elle était simplement une personne qui méritait le respect. Et cette révélation, si simple et si profonde, était comme une graine plantée en terre fertile, petite, fragile, mais avec le potentiel de croître et de fleurir en quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Cette nuit-là, pour la première fois, Hélène dormit sans peur du lendemain. Et dans l'étable, Élie rangea soigneusement le livre qu'il lisait tous les soirs, un manuel d'agriculture qu'il avait acheté à la foire pour apprendre à améliorer le sol de sa propriété. Sa dernière propriété, maintenant qu'il en avait cédé les titres le jour de la vente. Mais d'une certaine manière, il ne se sentait plus pauvre. Au contraire, en écoutant le vent d'automne murmurer entre les arbres, il pensa que peut-être, juste peut-être, sa vie ne faisait que recommencer à fleurir, comme les pommes de terre qu'ils avaient plantées ensemble cet après-midi-là. Les semaines se transformèrent en mois et l'automne avançait, peignant le paysage de tons dorés et rouges. La routine à la ferme d'Élie était devenue presque confortable pour Hélène. Les pommes de terre qu'ils avaient plantées ensemble commençaient à germer, promettant une bonne récolte. Le potager prospérait, et même les poules semblaient plus heureuses, picorant dans la cour avec une énergie renouvelée. La vie avec Élie était différente de tout ce qu'Hélène avait connu auparavant. Le silence entre eux, qui au début était oppressant et chargé d'incertitude, s'était transformé en quelque chose de plus serein, ponctué de conversations brèves mais significatives. Élie dormait toujours dans l'étable chaque nuit, maintenant une distance respectueuse qu'Hélène appréciait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Ce fut un samedi matin que Joachim Tessier, l'un des rares amis qu'Élie conservait, arriva à cheval à la propriété. C'était un homme robuste, à la barbe grisonnante et au sourire facile, qui travaillait comme forgeron au village de Sainte-Croix, le plus proche de la ferme. « Lambert » salua-t-il en voyant Élie sortir de la grange. « Je croyais que tu étais mort et que personne ne m'avait prévenu. » Élie esquissa un demi-sourire, ce dont Hélène était rarement témoin. « Pas encore, Joachim, juste occupé. » Les deux hommes se serrèrent fermement la main. C'est alors que Joachim remarqua Hélène, qui observait la scène depuis le seuil de la cuisine. « Et ce doit être la demoiselle dont tout le monde parle, » commenta-t-il, retirant son chapeau dans un geste de respect. « Madame Hélène, n'est-ce pas? Enchanté de vous connaître. Je suis Joachim Tessier, forgeron et ami de cette tête de mule depuis plus longtemps que je ne veux bien le compter. » Hélène sourit timidement et hocha la tête, surprise par le naturel avec lequel l'homme la traitait. « Le plaisir est pour moi, monsieur Joachim, » répondit-elle en s'approchant. « Je viens apporter des nouvelles et une invitation, » annonça Joachim en se tournant vers Élie. « La fête des récoltes de Sainte-Croix, c'est ce dimanche. Toute la région sera là. Musique, nourriture, danse, le meilleur que nous ayons à offrir. Vous devez venir. » Élie fronça les sourcils, clairement mal à l'aise avec l'idée. « J'ai beaucoup de travail ici, Joachim, et je ne suis pas un homme de fête, tu le sais. »« Ah, laisse donc ces bêtises, » s'exclama le forgeron. « Clara a toujours aimé les fêtes du village, et tu n'y as pas mis les pieds depuis qu'elle. » Joachim s'interrompit, réalisant qu'il avait peut-être touché un sujet sensible. « Enfin, il est temps de revenir parmi les vivants, mon ami. Tu ne peux pas vivre isolé pour toujours. »
Hélène observait l'interaction avec intérêt. Elle n'avait jamais vu Ellie interagir avec d'autres personnes que les vendeurs occasionnels qui passaient par la propriété. Ce Joachim semblait bien le connaître son histoire, son passé. « Je pense que ce serait une bonne chose », dit-elle, se surprenant elle-même de son audace. « Nous pourrions acheter de nouvelles semences. Et du sel. Nous n'avons presque plus de sel. » Ellie la regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Il y avait de la surprise, mais aussi autre chose. Peut-être une ombre d'appréhension. « Tu vois, la demoiselle a du bon sens, » rit Joachim. « Écoute-la, Lambert. En plus, ce serait une bonne occasion pour Hélène de rencontrer d'autres gens de la région. » Hélène perçut le léger raidissement des épaules d'Ellie en entendant cela. Était-ce de l'inquiétude, de la jalousie, ou simplement un malaise à l'idée de l'exposer aux regards et aux commentaires qui ne manqueraient pas de surgir? « On va y réfléchir », dit finalement Ellie, mettant fin à la conversation. Joachim n'insista pas. Il resta pour le déjeuner, racontant des histoires sur les habitants du village et les nouvelles de la région. Hélène servit un repas simple mais savoureux, des haricots avec de la courge du potager et un poulet fermier qu'elle avait préparé avec des herbes. Le forgeron complimenta chaleureusement la nourriture, faisant rougir Hélène de fierté. Quand Joachim partit, au milieu de l'après-midi, le sujet de la fête resta en suspens, comme une question sans réponse. Hélène continua ses tâches, essayant de ne pas montrer à quel point l'idée d'aller au village l'enthousiasmait. Depuis son arrivée à la ferme d'Ellie, elle n'en était pas sortie une seule fois. La perspective de voir d'autres gens, de participer à une célébration, allumait en elle une étincelle d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce ne fut que le soir suivant, pendant le dîner, qu'Ellie aborda enfin le sujet. « Si tu veux aller à la fête, on peut y aller, » dit-il, sans lever les yeux de son assiette. Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Vraiment? Ce ne serait pas un problème ?» Ellie haussa les épaules, dans son geste caractéristique. « Les gens parleront. Ils parlent toujours. Mais on ne devrait pas s'en soucier. » Il y avait là une décision prise, réalisa Hélène. Il était prêt à affronter les commentaires, les regards curieux pour elle. « Je veux y aller comme ta compagne, » dit-elle, rassemblant son courage. « Pas comme ta dette. » Ellie leva les yeux, croisant les siens. Quelque chose d'intense et d'indéfinissable passa entre eux à ce moment-là, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. « Ça n'a jamais été une dette, » répondit-il simplement. Le dimanche de la fête, Hélène se réveilla avec le soleil et apporta un soin particulier à son apparence. Elle lava ses cheveux avec de l'eau parfumée à la fleur d'oranger, les peignant jusqu'à ce qu'ils brillent. Parmi les vêtements de Clara, elle trouva une robe bleu clair qu'elle avait ajustée pour elle-même les semaines précédentes. Elle était simple, mais d'un tissu de meilleure qualité que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Quand Ellie la vit prête, debout sur la galerie, quelque chose dans son regard changea. Lui-même avait fait un effort portant une chemise propre, un pantalon sans rapiessage et des bottes cirées. Il avait même taillé sa barbe, révélant un visage plus jeune qu'il n'y paraissait habituellement. « Tu es... » commença-t-il, mais les mots semblèrent lui manquer. « Belle » conclut-il avec simplicité. Hélène sourit, sentant une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. « Vous êtes très élégant aussi. » Le voyage jusqu'à Sainte-Croix dura près de 2 heures dans la charrette tirée par le vieux bœuf. Le chemin serpentait à travers de douces collines, et Hélène absorbait chaque détail du paysage, comme si elle voyait le monde pour la première fois. D'une certaine manière, c'était le cas. C'était sa première sortie en tant que femme libre, non comme la propriété de quelqu'un. À mesure qu'ils approchèrent du village, ils commencèrent à croiser d'autres charrettes et cavaliers se dirigeant dans la même direction. Certains saluaient Ellie d'un signe de tête, d'autres regardaient Hélène avec une curiosité à peine dissimulée. Sainte-Croix était plus grand qu'Hélène ne l'avait imaginé. Quelques dizaines de maisons disposées autour d'une place centrale, avec une petite église en pierre blanche dominant l'une des extrémités. La place avait été décorée pour la fête avec des fanions colorés et des lanternes qui seraient allumées à la nuit tombée. De longues tables étaient disposées sous les arbres, chargées de plats traditionnels de la région. Au centre, un espace avait été réservé pour la danse avec des musiciens accordant leurs instruments, violon, un accordéon, des tambours rustiques. Dès qu'ils entrèrent sur la place, Hélène sentit les regards converger vers eux. Des murmures, des chuchotements, des rires étouffés,
Les mots lui parvenaient par fragments. C'est la fille de la foire. Il s'est acheté une femme. On dit qu'il a tout donné pour elle. Élie marchait droit, avec une dignité silencieuse qu'Hélène admirait de plus en plus. Il salua quelques personnes de brefs signes de tête, ignorant les commentaires qu'il entendait certainement. Joachim vint à leur rencontre, accompagné de sa femme Mathilde, une femme robuste au sourire bienveillant. « Vous êtes venus, quelle merveille !» s'exclama le forgeron en donnant des tapes enthousiastes sur l'épaule d'Élie. « Hélène, voici ma Mathilde. Mathilde, voici Hélène, la compagne d'Élie. » Mathilde serra Hélène chaleureusement dans ses bras, comme si elles étaient de vieilles amies. « Bienvenue dans notre village, ma chère. Ne fais pas attention aux mauvaises langues. La plupart des gens ici sont de braves gens. » Cet accueil chaleureux soulagea un peu la tension d'Hélène. Bientôt, d'autres femmes s'approchèrent, certaines par curiosité sincère, d'autres par politesse. Hélène se retrouva à répondre à des questions sur le potager, sur des recettes, sur la vie à la ferme d'Élie. Elle se sentait étrangement normale, presque comme si elle appartenait à cette communauté. Les hommes, quant à eux, gardaient une distance respectueuse, peut-être à cause du regard vigilant d'Élie, qui ne s'éloignait jamais beaucoup d'elle. La fête se poursuivit dans l'après-midi. La nourriture était abondante et délicieuse, le vin doux coulait généreusement, et la musique joyeuse invitait les plus jeunes à la danse. Hélène observait tout avec des yeux brillants, absorbant chaque détail, chaque couleur, chaque son. Ce fut alors qu'un des plus jeunes hommes du village, visiblement éméché, s'approcha de l'endroit où elle était assise avec quelques femmes. « Alors, Élie, » cria-t-il, assez fort pour attirer l'attention de beaucoup de gens autour. « Combien tu paies pour une de ces danses aujourd'hui? Je parie que ça vaut moins qu'un cheval. » Un silence pesant s'abattit sur cette partie de la place. Hélène sentit le sang se glacer dans ses veines, l'humiliation de la foire revenant comme une vague suffocante. Élie, qui discutait avec Joachim à quelques mètres de là, se tourna lentement. « Plus que tu ne vaudras jamais, Théodore, » répondit-il, d'une voix basse mais parfaitement audible dans le silence qui s'était installé. Le jeune homme devint rouge, oscillant entre la honte et la colère. « C'était juste une blague, Lambert. Pas besoin de te fâcher. »« Certaines choses ne sont pas des blagues, » répliqua Élie, s'approchant d'Hélène et lui tendant la main. « Veux-tu danser ?» Hélène regarda la main tendue, surprise. En tous ces mois, Élie ne l'avait jamais touchée au-delà du strict nécessaire. Elle accepta la main offerte, sentant les callosités rugueuses contre sa peau, et se laissa guider jusqu'au centre de la place. La musique reprit, une mélodie lente et douce. Élie posa une main sur la taille d'Hélène, maintenant l'autre dans la sienne, et ils commencèrent à se mouvoir au rythme de la musique. Il n'était pas un danseur habile, ses mouvements étaient raides, presque mécaniques, mais il y avait une honnêteté dans cette danse qui émut profondément Hélène. Sous la lumière jaunâtre des lampions qui commençaient à s'allumer, les pieds nus sentant la terre battue de la place, Hélène dansa avec l'homme qui avait tout donné pour la sauver. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait un endroit au monde où elle pourrait appartenir. Le retour de la fête du village apporta un changement subtil, mais perceptible, dans la dynamique entre Hélène et Élie. Les mots, auparavant économes et pratiques, commencèrent à couler plus naturellement, comme un ruisseau qui trouve enfin son cours après avoir surmonté les rochers qui l'obstruaient. Hélène se mit à raconter des histoires de son enfance pendant qu'ils travaillaient ensemble au potager ou pendant les repas. Élie, toujours plus réservée, écoutait attentivement et, à l'occasion, partageait des bribes de son propre passé. La danse sur la place de Sainte-Croix avait brisé une barrière invisible entre eux. Non qu'Élie ait changé ses habitudes, il dormait toujours dans l'étable, maintenait toujours une distance respectueuse, mais il y avait une familiarité croissante, une confiance qui s'établissait comme des racines profondes en terre fertile. Novembre arriva avec des pluies sporadiques qui renouvelèrent la terre. La récolte des pommes de terre fut abondante, plus que suffisante pour les soutenir pendant l'hiver qui approchait. Hélène apprit à Élie comment les conserver correctement, une connaissance héritée de sa mère. En échange, il lui montra comment réparer les fuites du toit, une compétence nécessaire pour affronter les mois humides à venir. Ce fut lors d'un de ces après-midi pluvieux, alors qu'Hélène cousait à la lumière de la fenêtre et qu'Élie taillait un nouveau manche pour un outil, qu'ils entendirent le bruit de chevaux approchant. Il n'était pas courant qu'ils reçoivent des visites,
surtout par temps de pluie. Et tous deux échangèrent des regards interrogateurs. Élie se dirigea vers la porte, Hélène quelques pas derrière lui. À travers le rideau de pluie, ils virent 2 cavaliers descendre de cheval devant la maison, un homme petit et maigre d'apparence soignée, et un autre qui glaça le sang d'Hélène, Auguste Ménard, son beau-père. « Reste à l'intérieur », ordonna Élie, d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Hélène obéit, mais se plaça près de la fenêtre, d'où elle pouvait entendre et observer partiellement ce qui se passait sur la galerie. Auguste semblait plus prospère qu'elle ne s'en souvenait. Il portait des vêtements neufs et une chaîne dorée brillait sur son gilet. À ses côtés, l'inconnu portait une serviette en cuir et avait l'air caractéristique des avocats de la région. « Lambert », salua Auguste avec une fausse cordialité, « je vois que vous êtes bien installé, et avec ma belle-fille, d'après ce que j'ai entendu. »« Que voulez-vous, Ménard ?» demanda Élie, sans détour. « Voici maître Perrin, avocat de Saint-Michel, » présenta Auguste en désignant l'homme à ses côtés. « Nous sommes venus traiter d'une affaire juridique. Mieux vaut en parler à l'intérieur avec cette pluie. »« Dites ce que vous avez à dire ici même, » répondit Élie, sans bouger pour leur laisser le passage. L'avocat se racla la gorge, visiblement mal à l'aise avec la situation et la pluie qui commençait à tremper ses vêtements fins. « Monsieur Lambert, nous avons ici un document qui conteste la validité de la transaction effectuée à la foire de Saint-Michel il y a quelques mois, » expliqua-t-il, sortant un papier de sa serviette et essayant de le protéger de la pluie. Mademoiselle Hélène Ménard était mineure à l'époque, âgée de seulement 17 ans, et non de 18 comme cela a été déclaré. Cela rend la vente illégale au regard des lois de la province. Hélène sentit son cœur s'emballer. C'était un mensonge. Elle avait 18 ans révolus, pas 17. Mais comment le prouver? Sa mère était morte, et les registres de sa naissance étaient entre les mains d'Auguste lui-même. « Je suis venu chercher ce qui est à moi », dit Auguste en crachant sur le sol de la galerie. Son regard fouilla l'intérieur de la maison, cherchant Hélène. « La fille rentre avec moi aujourd'hui. Le juge de Saint-Michel est déjà au courant de l'affaire. » Élie resta immobile quelques instants, son visage un masque impénétrable. Quand il parla, sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une menace implicite qui fit même reculer Auguste d'un pas. « Elle n'est pas à vous, et ne l'a jamais été. » Le beau-père d'Hélène retrouva rapidement sa contenance, forçant un sourire édenté. « La loi dit le contraire, Lambert. J'ai la garde légale de la fille jusqu'à ses 21 ans, et j'ai des documents pour le prouver. » « Des faux documents, » accusa Élie, « comme l'âge que vous avez déclaré à la foire. » L'avocat intervint, essayant de maintenir un ton conciliant. « Cela peut se régler légalement, monsieur Lambert. Nous pouvons nous adresser au juge local et présenter les faits. Si vous avez une preuve que l'âge déclaré était le bon... »« J'ai des témoins, » répondit Élie sans hésiter. « Des gens qui connaissaient sa mère, qui savent quand la fille est née. » Hélène en doutait. Personne à Saint-Michel n'affronterait Auguste pour témoigner en sa faveur. Son beau-père y avait trop d'influence. « Eh bien, cela pourrait intéresser le juge, » répondit l'avocat, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En attendant, il serait approprié que la mineure retourne sous la garde légale de son tuteur jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. C'est à ce moment qu'Hélène décida qu'elle ne pouvait plus se contenter d'écouter. Elle ouvrit la porte et sortit sur la galerie, affrontant la pluie et le regard surpris des 3 hommes. « Je ne vais nulle part », déclara-t-elle, avec une fermeté qui la surprit elle-même. Auguste s'avança dans sa direction, mais Élie s'interposa entre eux, telle une muraille infranchissable. « Hélène, rentre », demanda Élie, sans quitter son beau-père des yeux. « Non », répondit-elle, « c'est de moi qu'il s'agit. J'ai le droit de parler. » L'avocat observait la scène avec un malaise croissant. La situation ne se déroulait clairement pas comme lui et Auguste l'avait prévu. « Mademoiselle, si vous êtes réellement mineure, la loi est claire quant à votre garde, » expliqua l'avocat, essayant de paraître raisonnable. « Je ne suis pas mineur, » rétorqua Hélène. « J'ai 18 ans révolus. Mon beau-père ment, comme il a toujours menti. Et j'ai de quoi le prouver. » Cette dernière affirmation était un bluff désespéré, mais Hélène la prononça avec une telle conviction que même Auguste parut momentanément déconcerté. « Il vaut mieux régler ça au village, » suggéra l'avocat, réalisant que la situation pourrait facilement dégénérer en violence. Le juge Michaud est de passage cette semaine. Il pourra entendre les 2 parties
et prendre une décision basée sur les preuves présentées. Élie et Hélène échangèrent un regard. Le juge Michaud était connu pour sa droiture, contrairement à de nombreuses autorités de la région. S'il y avait une chance de résoudre cette situation légalement, c'était avec lui. « Nous irons au village demain », consentit Élie. « Aujourd'hui, vous deux pouvez repartir par le même chemin que vous êtes venus. » Auguste semblait sur le point de protester, mais l'avocat posa une main sur son bras pour le retenir. « Cela semble juste. Nous vous attendrons chez le juge demain à midi. » Quand les deux hommes furent enfin partis, montant à cheval et disparaissant dans le rideau de pluie, Hélène sentit ses jambes flageoler. Élie la retint par le bras, la guidant à l'intérieur de la maison. « Comment allons-nous prouver mon âge ?» demanda-t-elle dès que la porte se referma derrière eux. « Je n'ai aucun document. Ma mère n'a jamais officiellement enregistré ma naissance. C'est Auguste qui a fait faire des papiers après l'avoir épousée, et il a pu les modifier. » Élie fronça les sourcils, pensif. « Joachim a connu ta mère, et la sage-femme de Sainte-Croix, Madame Zélie, a peut-être assisté à ta naissance. Nous devons les trouver avant l'audience. » Hélène secoua la tête, désespérée. Même ainsi, ce sera leur parole contre celle d'Auguste. Et lui a des documents, même s'ils sont faux. Alors il nous faut plus que des mots, dit Élie, se dirigeant vers un petit coffre en bois dans un coin de la pièce, qu'Hélène ne l'avait jamais vu ouvrir. De là, il sortit un paquet enveloppé dans du tissu. Défaisant soigneusement l'emballage, Élie révéla un petit livre relié en cuir. C'était à Clara, expliqua-t-il. Elle notait tout ici. Naissance, décès, mariage. Elle travaillait avec la sage-femme avant notre mariage. Peut-être y a-t-il quelque chose sur ta mère ou sur toi. Hélène prit le livre avec des mains tremblantes. En feuilletant les pages jaunies, remplies d'une écriture délicate et précise, elle sentit une étrange connexion avec la femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont la présence imprégnait encore la maison. Ils passèrent des heures penchés sur le journal, cherchant toute mention de Thérèse Ménard ou de la naissance d'Hélène. La pluie continuait de tomber dehors, marquant un rythme constant sur le toit en bois, tandis qu'ils lisaient à la lueur des lampes. Ce fut presque à minuit qu'Hélène poussa une exclamation. « Ici, regarde !» Dans une entrée datée de 18 ans et 4 mois plus tôt, Clara avait enregistré « Assister aujourd'hui Thérèse au hameau des Pins à la naissance d'une fille en bonne santé. Nom choisi, Hélène. Père inconnu. Mère forte et courageuse. » Hélène sentit des larmes lui monter aux yeux en lisant ces mots. Une petite fenêtre sur le jour de sa naissance, écrite par quelqu'un qui avait été témoin de son premier souffle. « C'est une preuve, » dit Élie avec un rare sourire. Clara ne mentirait jamais dans ses registres, et elle était respectée dans toute la région. Le lendemain matin, après une nuit de planification et peu de sommeil, Hélène et Élie partirent pour Sainte-Croix. La pluie avait fait une trêve, mais le ciel restait chargé, promettant d'autres averses. Ils emportaient avec eux le journal de Clara, soigneusement emballé et protégé. Le village entier semblait être au courant du différend. Quand ils arrivèrent à la petite maison qui servait de bureau temporaire au juge Michaud, ils trouvèrent une petite foule rassemblée, curieuse d'assister au déroulement des événements. Auguste était déjà là, accompagné de son avocat et de 2 autres hommes à l'allure rude qu'Hélène n'avait jamais vue. Des hommes de main engagés, soupçonna-t-elle. Le juge Michaud était un homme âgé, aux cheveux blancs et aux yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà des mots. Il mena l'audience improvisée dans la pièce principale de la maison, les fenêtres ouvertes pour que les curieux puissent entendre ce qui se passait. L'avocat d'Auguste présenta d'abord ses arguments, exhibant des documents attestant qu'Hélène avait 17 ans et que son beau-père détenait sa garde légale jusqu'à sa majorité. Il parla avec éloquence de la transaction illégale réalisée à la foire et de la façon dont Auguste essayait seulement de protéger sa belle-fille d'un arrangement inapproprié. Quand vint le tour d'Élie et d'Hélène de parler, la jeune femme fit un pas en avant, surprenant tout le monde. « Je voudrais parler pour moi-même, si vous le permettez, monsieur le juge, » demanda-t-elle. Le juge acquiesça d'un signe de tête. Hélène prit une profonde inspiration. Le village entier regardait. Les gens qui l'avaient accueillie avec hospitalité à la fête des récoltes, mais aussi ceux qui chuchotaient et riaient dans son dos. Tous allaient maintenant être témoins de sa vérité. D'une voix ferme, elle raconta tout. Elle parla de la mort de sa mère et de la façon dont Auguste avait immédiatement commencé à la traiter comme un fardeau. Elle décrivit les dettes de jeu, les nuits d'ivresse
et la décision de la vendre comme du bétail. Elle montra ses poignets, où l'on voyait encore de faibles marques des cordes de la foire. Elle raconta comment Élie l'avait emmenée chez lui et ne l'avait jamais, pas une seule fois, traitée avec moins qu'un respect absolu. « J'ai 18 ans, conclut-elle. Et même si je n'en avais que 17, je préférerais mourir plutôt que de retourner dans la maison de cet homme qui m'a vendu une fois et veut maintenant me vendre à nouveau. » Un murmure parcourut la foule. Auguste semblait furieux, mais contenu par la présence du juge. « Ce sont de graves accusations, mademoiselle, » observa le juge Michaud. « Mais nous devons encore établir votre âge réel pour déterminer la légalité de la situation. » Ce fut alors qu'Élie présenta le journal, ouvert à la page pertinente. Le juge l'examina attentivement, tandis que l'avocat d'Auguste protestait sur la validité de cette preuve. Le journal de Clara Lambert, la défunte épouse de monsieur, fait foi dans toute la région, intervint le juge, faisant taire les protestations. Ces registres étaient considérés comme aussi précis que ceux de l'Église. Madame Zélie, l'actuelle sage-femme du village, s'avança parmi les spectateurs. « Je peux le confirmer, votre honneur. J'ai appris mon métier avec Clara et elle m'a enseigné l'importance de registres précis. Si elle a noté la naissance d'Hélène il y a 18 ans, alors c'est la vérité. » D'autres habitants commencèrent à se manifester. Joachim confirma qu'il avait connu Thérèse, la mère d'Hélène, et que la fille était déjà grande quand Auguste avait épousé Thérèse, ce qui correspondait à l'âge indiqué dans le journal. Le silence fut suivi d'applaudissements timides, puis de beaucoup d'autres. Le village, qui observait auparavant avec une curiosité distante, prenait maintenant ouvertement parti. Le juge Michaud n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour prendre sa décision. Les documents présentés par M. Auguste Ménard semblent avoir été falsifiés, déclara-t-il. La date de naissance a été clairement modifiée, comme on peut le voir par la différence d'encre et de calligraphie. Compte tenu des preuves du journal de Clara Lambert et des témoignages présentés, je reconnais qu'Hélène a 18 ans et est donc légalement responsable de ses propres décisions. Auguste s'avança, rouge de colère. « C'est absurde. Cette fille m'appartient. J'ai des droits sur elle. » « Vous n'avez aucun droit sur un autre être humain, » répondit sévèrement le juge. « Et si vous insistez dans cette voie, je serai obligé d'enquêter sur les circonstances de cette prétendue foire où des personnes ont été vendues comme des marchandises. Une pratique qui, je dois vous le rappeler, est illégale sur tout le territoire national depuis des décennies. » Le document frauduleux fut déchiré devant tout le monde. Auguste, réalisant qu'il avait perdu non seulement la bataille, mais aussi le peu de réputation qu'il lui restait dans la région, se retira avec ses hommes de main, lançant un dernier regard de haine à Hélène et Élie, avant de monter à cheval et de partir. « Il reviendra, » murmura Hélène à Élie, alors qu'ils regardèrent le départ de son beau-père. « Peut-être, » répondit Élie, « mais tu ne seras plus seul quand ça arrivera. » Et dans ces simples mots, Hélène trouva une promesse qui valait plus que n'importe quel document légal. La promesse que, quoi qu'il arrive, elle n'affronterait plus jamais ses peurs seule. Le printemps arriva dans la région comme une promesse tenue après un long hiver. Les pluies de décembre et janvier avaient été généreuses, laissant la terre humide et fertile, prête à recevoir de nouvelles semences. À la ferme d'Élie, la transformation était visible non seulement dans la nature qui s'éveillait alentour, mais dans la maison même et chez ses habitants. La galerie, autrefois nue et usée par le temps, exhibait désormais des pots colorés de fleurs plantées par Hélène, des géraniums rouges, des marguerites sauvages et du basilic qui parfumait l'air les matins ensoleillés. Le potager prospérait avec de nouvelles rangées de tomates, de poivrons et d'herbes aromatiques. Les poules, maintenant plus nombreuses, piquaient librement dans la cour agrandie, sous la surveillance attentive d'un coq majestueux qu'Élie avait échangé contre 2 sacs de pommes de terre avec un fermier voisin. Les cheveux d'Hélène étaient plus longs maintenant, atteignant presque sa taille, et sa peau avait pris un teint doré par le travail au soleil. Ses yeux, autrefois craintifs et fuyants, regardèrent maintenant le monde avec une confiance tranquille, née de la sécurité et de la liberté conquise. Elle portait une simple robe de coton jaune, qu'elle avait elle-même cousue, adaptant un ancien modèle de Clara à son propre style. Ce matin particulier d'avril, elle cueillait des herbes dans le potager, fredonnant doucement une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter. La musique coulait naturellement de ses lèvres, sans hésitation ni honte, comme l'eau d'une source fraîchement découverte. Son panier était déjà presque plein de romarin,
de menthe et de basilic frais qu'elle utiliserait pour parfumer le ragoût du déjeuner. De la galerie de la maison, assis dans le fauteuil à bascule qu'ils avaient réparé ensemble pendant l'hiver, Ellie l'observait. Il suivait des yeux chacun de ses mouvements, chaque geste délicat pour sélectionner les feuilles les plus fraîches, chaque sourire discret de satisfaction en trouvant une branche particulièrement belle. Il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant, une douceur, une chaleur qui n'apparaissait auparavant que dans de rares moments d'inattention. Les mois écoulés depuis la confrontation avec Auguste au village avaient apporté des changements progressifs, mais profonds. Le beau-père d'Hélène n'était pas revenu, peut-être intimidé par la position ferme du juge ou par la manière dont la communauté de Sainte-Croix s'était rangée de leur côté. La menace qu'il représentait, bien que non complètement dissipée, s'était retirée dans un coin lointain de l'esprit d'Hélène, éclipsée par la vie qui fleurissait autour d'elle. La relation entre Hélène et Ellie avait évolué comme les saisons, lentement, inévitablement, suivant un rythme naturel qu'aucun des deux n'avait tenté de hâter. Les conversations, autrefois rares et utilitaires, coulaient maintenant avec une facilité qui les surprenait tous les deux. Ils partageaient des histoires, des projets, et même parfois des rêves. Les repas étaient devenus des moments de véritable connexion, pas seulement de subsistance. Ellie continuait de dormir dans l'étable, par choix. Mais maintenant, chaque soir avant de se retirer, Hélène et lui s'asseyaient un moment sur la galerie, observant les étoiles et parlant de la journée passée ou de ce qu'ils feraient le lendemain. C'était un rituel simple qu'ils avaient établi sans discussion préalable, une habitude née organiquement de leur proximité croissante. Hélène termina sa cueillette et se releva, ajustant sa robe et nettoyant la terre de ses mains sur son tablier. En se tournant vers la maison, elle remarqua qu'Ellie l'observait et sourit, un sourire ouvert et sincère qui illumina son visage. Il lui répondit par un signe de tête discret, mais ses yeux restèrent fixés sur elle tandis qu'elle marchait vers la galerie. « La menthe est particulièrement parfumée aujourd'hui », commenta-t-elle en montant les marches et en lui montrant le panier. « Je pense que c'est à cause de la pluie d'hier. » Ellie tendit la main, touchant légèrement les feuilles vertes et aspirant leur arôme frais. « Ça me rappelle mon enfance, dit-il, de cette voix grave qu'Hélène avait appris à apprécier. Ma mère faisait de la tisane à la menthe les jours de grand froid. On pourra en faire ce soir, suggéra-t-elle. L'air se rafraîchit encore après le coucher du soleil. Il hocha la tête et ses doigts effleurèrent les siens un instant alors qu'il retirait sa main du panier. Un contact bref, fortuit, mais qui envoya une onde de chaleur le long du bras d'Hélène. Ces petits contacts étaient devenus plus fréquents ces dernières semaines. Des mains qui se rencontraient en se passant des outils, des épaules qui se touchaient en travaillant côte à côte, des doigts qui s'effleuraient en partageant un repas. Chaque contact semblait chargé de significations non dites, de possibilités encore inexplorées. « Je vais au village aujourd'hui », annonça Ellie, changeant de sujet. « Joachim a fait dire que les semences que nous avons commandées sont arrivées. Et nous avons besoin de sel et de sucre. Je peux venir avec toi ?» demanda Hélène entrant dans la maison pour déposer le panier sur la table de la cuisine. Depuis l'audience avec le juge, ses visites au village de Sainte-Croix étaient devenues plus fréquentes et plus confortables. Les regards curieux et les chuchotements avaient progressivement diminué, remplacés par des salutations amicales et des invitations à des événements communautaires. « Bien sûr », répondit Ellie en se levant de son fauteuil. « Je pensais qu'on pourrait apporter quelques œufs à Mathilde en échange de ce pain sucré que tu as tant aimé la dernière fois. » Hélène sourit, satisfaite du plan. Il était surprenant de voir à quel point ces petits plaisirs, une promenade au village, un pain sucré partagé sur le chemin du retour, étaient devenus si importants dans sa vie. Peut-être parce que, pour la première fois, c'était en ses choix, de petites libertés exercées sans crainte. Le trajet jusqu'à Sainte-Croix fut agréable, avec le soleil printanier qui chauffait sans brûler, et une douce brise qui agitait les feuilles des arbres le long du chemin. Mistral, le cheval qu'Ellie avait acheté, tirait la charrette à un rythme constant, secouant parfois sa crinière comme s'il appréciait lui aussi le beau temps. Au village, ils furent accueillis par des sourires et des signes de la main. Joachim les attendait à la forge, où les semences promises étaient rangées dans de petits sacs en papier, tomates, courges, haricots de diverses variétés. Pendant que les hommes discutaient de récolte et du temps, Hélène se rendit chez Mathilde, apportant les œufs pour l'échange convenu. La femme du forgeron la reçut avec une étreinte chaleureuse. « Hélène, quel plaisir de te voir, ma fille.
Entre, entre. Le pain sort tout juste du four. La maison de Mathilde était accueillante et sentait la cannelle et le clou de girofle. Dans la petite salle, d'autres femmes du village étaient réunies, travaillant sur un grand métier à tisser communautaire. Hélène reconnut parmi elles Louise, la jeune institutrice fraîchement arrivée au village, et Madame Zélie, la sage-femme qui avait témoigné en sa faveur. « Joins-toi à nous », l'invita Louise, lui faisant de la place sur le banc à côté du métier. « Nous faisons une couverture pour le bébé de Carmine. » Hélène n'hésita qu'un instant avant d'accepter l'invitation. Elle s'assit parmi les femmes, et bientôt ses mains furent occupées avec les fils colorés, suivant le motif qu'on lui montrait. La conversation coulait autour d'elle, histoire d'enfants, échange de recettes, nouvelles de la région, un mariage prévu pour le mois suivant. « Et toi et Élie, Hélène » demanda Carmine, une jeune femme robuste aux joues roses, le ventre déjà bien proéminent sous sa robe. « Vous ne pensez pas à officialiser la situation ? Le père Anselme vient au village le mois prochain. » Hélène sentit son visage s'empourprer. « Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... » balbutia-t-elle, ne sachant comment expliquer la relation qu'elle avait avec Élie. « Laisse la fille, Carmine, » intervint Madame Zélie, avec un regard compréhensif pour Hélène. « Tous les chemins ne sont pas pareils. Certains prennent plus de temps, d'autres moins, mais tous arrivent de là où ils doivent arriver. » La sage-femme fit un clin d'œil à Hélène, qui sourit, reconnaissante de l'intervention. La vérité était qu'elle-même ne savait pas définir ce qu'il y avait entre elle et Élie. Ce n'était pas seulement de la gratitude. Ce sentiment initial s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et profond avec le temps. Ce n'était pas seulement de l'amitié, bien que la confiance et la camaraderie fussent fondamentales dans leur relation. C'était quelque chose qui grandissait chaque jour, comme les plantes du potager, se nourrissant de petits gestes, de mots partagés, de regards échangés aux moments les plus inattendus. Quand ils retournèrent à la ferme, en fin d'après-midi, Hélène était étrangement pensive. Les mots de Carmine et le regard sage de Madame Zélie avaient soulevé des questions qu'elle avait évité d'affronter. Que voulait-elle vraiment pour son avenir? Que voulait Élie? Ils n'en avaient jamais parlé ouvertement, comme s'ils craignaient tous deux de rompre le délicat équilibre qu'ils avaient établi. Après le dîner, ils se rendirent sur la galerie comme d'habitude. Le ciel était exceptionnellement clair, avec des étoiles qui brillaient intensément dans l'obscurité. Hélène prépara la tisane à la menthe qu'elle avait promise, la servant dans 2 tasses en céramique. « Qu'est-ce que Joachim a raconté à la forge ?» demanda-t-elle en tendant une tasse à Élie et en s'asseyant sur la chaise à côté de la sienne. « Vous avez parlé longtemps. » Élie prit une gorgée de tisane avant de répondre. « Il m'a offert du travail. Une grande ferme près de la frontière. Le propriétaire a besoin d'un régisseur expérimenté. » Hélène sentit une oppression dans sa poitrine. « Tu vas accepter ?»« Non, » répondit-il simplement. « Pourquoi ?» insista-t-elle, se tournant pour observer son profil dans la pénombre. « Ce serait un bon travail, non? Mieux que de faire des services sporadiques dans les fermes voisines. » Élie resta silencieux un moment, contemplant l'obscurité au-delà de la galerie. Quand il parla, sa voix était plus douce que d'habitude. « Ma vie est ici, maintenant. » Ces mots simples, chargés de sens, flottèrent entre eux comme une promesse non dite. Hélène sentit ses yeux piqués de larmes inattendues. « Je n'aurais jamais pensé que la liberté avait l'odeur du vieux bois et du café frais, » dit-elle, presque en chuchotant, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Élie se tourna pour la regarder, ses yeux sombres reflétant la faible lumière de la lune. « Je n'aurais jamais pensé que l'amour avait une voix, » répondit-il, avec une honnêteté brute qui fit sursauter le cœur d'Hélène. C'était la première fois que le mot « amour » était prononcé entre eux, et l'impact fut comme une révélation, non pas une surprise, mais la reconnaissance de quelque chose qui existait déjà, attendant seulement d'être nommé. Hélène tendit la main dans l'espace entre les chaises, une offre silencieuse. Élie n'hésita qu'une seconde avant d'entrelacer ses doigts aux siens, la chaleur de sa peau rugueuse transmettant plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Ils restèrent ainsi un long moment, les mains jointes à observer les étoiles, savourant la tisane à la menthe et le silence confortable qui en disait maintenant long sur ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Plus tard dans la soirée, quand Élie se leva pour se rendre à l'étable comme d'habitude, Hélène garda sa main dans la sienne. « Reste », dit-elle simplement. Ce n'était pas une demande pour plus que cela, juste pour qu'il ne dorme pas loin, pas cette nuit-là.
pour qu'ils partagent le même toit, non comme des étrangers ou des personnes liées par un accord, mais comme deux êtres qui s'étaient choisis. Élie la fixa longuement, ses yeux sombres insondables dans la pénombre. Puis, il hocha la tête une fois et la suivit à l'intérieur de la maison, vers le foyer qu'ils avaient construit ensemble. Les semaines suivantes, la vie à la ferme prit un nouveau rythme. Élie commença à dormir dans la maison, dans sa propre chambre, séparée de celle d'Hélène par respect et tradition, mais assez proche pour que le son de ses pas le matin soit la première chose qu'elle entende au réveil. Ils parlaient plus, riaient plus, planifiaient ensemble l'avenir de la petite propriété. Un après-midi particulièrement chaud de mai, ils reçurent la visite de Joachim et Mathilde, qui apportèrent des nouvelles du village et une invitation au mariage de Louise, l'institutrice, prévue pour le mois suivant. « Vous devez venir », insista Mathilde, tandis qu'il sirotait une limonade fraîche sur la galerie fleurie. « Tout le village sera là. » Hélène regarda Élie, cherchant son avis. Il sourit, l'un de ces rares sourires qu'elle avait appris à chérir. « Nous irons », répondit-il, pour eux deux. Après le départ des visiteurs, Hélène et Élie marchèrent ensemble sur le terrain, évaluant la croissance des plantations et discutant des améliorations futures. En passant devant le pommier qu'ils avaient planté à l'automne, Hélène s'arrêta pour admirer les premiers bourgeons verts qui apparaissaient sur les branches encore jeunes. « Il donnera des fruits dans 2 ou 3 ans », commenta Élie, s'arrêtant à côté d'elle. « Des pommes douces, si on s'en occupe bien. Nous serons là pour le voir », dit Hélène, non pas comme une question, mais comme une certitude. Élie hocha la tête, passant un bras autour de ses épaules dans un geste naturel, comme s'il l'avait fait toute sa vie. « Nous serons là. » Et à ce moment simple, sous le jeune pommier qui un jour porterait des fruits, Hélène sut qu'ils avaient trouvé bien plus qu'un arrangement de convenance ou une solution à des problèmes immédiats. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre, et dans cette rencontre, ils avaient découvert la possibilité d'une vie qu'aucun des deux ne croyait possible auparavant. La maison de bois, autrefois silencieuse et imprégnée de deuil, vibrait maintenant de vie, de rire, de pain chaud et de chansons douces le matin. La ferme, autrefois juste un lieu pour exister, s'était transformée en un véritable foyer. Et ceux qui autrefois jugeaient en observant de loin l'étrange transaction de la foire de Saint-Michel, voyaient maintenant clairement ce qu'Hélène et Élie avaient construit ensemble. Ils voyaient ce qu'elle était devenue, non pas une possession acquise, mais une femme libre, forte, s'épanouissant sur un sol fertile. Et ils voyaient ce qu'il était devenu à ses côtés, non plus seulement le veuf silencieux, isolé dans sa douleur, mais un homme redécouvert, capable d'ouvrir son cœur à un nouveau départ. Au final, il ne s'agissait pas de l'achat, de la valeur matérielle échangée ce jour lointain. Il s'agissait d'avoir donné un foyer à celle qui n'avait connu que des murs. Il s'agissait de l'amour qui avait été planté en terre sèche et qui, pourtant, contre toute attente, avait fleuri en quelque chose de beau et de durable, comme les fleurs qui ornaient désormais la galerie de la petite maison de bois.